Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. Je suis Jenny Rachel et par ce podcast, je souhaite vous rendre proches les voix des différentes histoires d'expatriation, des conseils pour s'adapter au mieux, des considérations sur l'identité culturelle du français. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une jeune fille au dynamisme et aux analyses très fines, avec laquelle j'ai beaucoup accroché, et je suis sûre que vous aussi. Il s'agit de Hortense Notte. Hortense est française, née en Belgique, a grandi les premières années en France et puis est arrivée en Suisse à l'âge de 9 ans. Elle va vous raconter tout ça. Elle est aujourd'hui étudiante en philosophie et en histoire de l'art et elle va nous décrire ses ressentis personnels, ses conseils aussi en tant qu'enfant expatrié sur l'adaptation à la vie ici et son vécu propre du système scolaire, ses identités. Bien entendu, c'est un point de vue unique et personnel qui ne mène pas à polémique, mais simplement en un temps T, ce qu'elle ressent maintenant et ce qu'elle en a comme souvenir. Bonjour Hortense, merci de t'être manifestée pour participer à Franzine. Bonjour Jenny, merci beaucoup. C'est super généreux de ta part de partager cette expérience et je pense que pour nous aussi, les mamans, on va voir ça différemment pour nos enfants. D'abord merci de m'avoir invitée et en fait j'ai voulu t'écrire parce que je suis dans le groupe Français à Zurich sur Facebook depuis 5 ans et parce que je voulais m'approcher des Français à Zurich lors de mon déménagement. Et j'ai souvent vu des posts de parents qui venaient de déménager à Zurich ou des couples qui venaient d'emménager. Et je me suis dit, ces jeunes enfants qui viennent avec, peut-être que dans 14, 15, 20 ans, ils ressembleront un peu à moi. Donc c'était aussi pour donner espoir aux parents et de dire, vous inquiétez pas, ça se passera bien. Et on pourra continuer à être français, même 15 ans plus tard. Je voulais juste donner mon avis. C'est bien, tu commences avec une note positive et rassurante. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux commencer par nous raconter ton parcours personnel, ton histoire un petit peu ? Alors, donc, mes parents sont français. Le côté de ma mère, ils sont plutôt alsaciens. On est tous en Alsace. Et du côté de mon père, c'était plutôt dans la région parisienne et en Suisse romande. Mais ça a toujours été très, très français. Tu as des origines suisses ? Non. Non, malheureusement pas, mais j'en créerai pour mes petits-enfants, mes enfants. Donc, je suis née en 98 à Uccle, et on a vécu là-bas pendant 1 an et demi, et puis on a déménagé à Clermont-Ferrand. Comme bonne fille d'expat, on déménage souvent parce que les jobs nous font déménager. Et mon petit frère est né à Clermont-Ferrand, et on y est resté 7 ans. Et puis en 2006, mon père a eu une offre d'emploi près de Lucerne, et on a décidé de déménager, tous ensemble, tous les 4. Au début, on n'a pas trop compris, mon frère et moi. Enfin, on connaissait la Suisse par le ski. On allait souvent à Grindelwald ou à Engelberg. Puis c'était plus proche aussi pour quand on rendait visite à nos grands-parents. Donc on connaissait la Suisse du ski, du chocolat, comme tous les Français, en fait. Mais on connaissait pas trop, on n'avait pas trop imaginé d'y vivre. Et puis il y a eu cette opportunité-là. Donc on est arrivé en 2006 et puis on n'a pas trop compris, mon frère et moi, on était très jeunes, lui avait 7 ans et moi 9 ans, que ça allait être notre nouveau chez nous. Mmh. Donc d'abord, il y a eu cette langue très, très bizarre. Oui, alors comment t'as vécu ça, toute ton arrivée ? Donc on est arrivé en août et la rentrée scolaire en primaire en Suisse, c'est fin août, c'est pas en septembre. Et donc très très vite, on a remarqué qu'on était inscrits, on a vu un petit peu cette école primaire et on a entendu cette langue assez grasse, ce dialecte, on dit mais on comprend absolument rien. Et puis il y a ce système-là dans le canton de Nidwald, je pense que dans la plupart des écoles primaires en Suisse publiques, ça s'appelle les Mischklassen, c'est des classes de primaire mélangées, donc il y a plusieurs années en même temps. Donc primaire en Suisse, ça dure 6 ans, et pas 5 comme en France. Et donc c'est de la première à la 6e classe. Moi je suis arrivée, j'avais fini le CE2 à Chamalières, en Auvergne, et donc j'arrivais en 4e classe. Et il faut savoir que la 5e classe, les notes commencent à compter pour l'entrée dans le grand lycée, collège-lycée. Donc moi qui parlais pas du tout allemand, ni mon frère, on était avec des élèves plus âgés que nous, parce que c'était ces classes mélangées. Et c'était un peu, on nous jetait un peu dans l'eau froide, et puis il fallait se débrouiller. Mais on a eu beaucoup de soutien. Alors d'abord, on a essayé de garder le contact avec l'école scolaire française, avec le CNED, les cours à distance. Mais ça devenait trop faire apprendre l'allemand, faire les cours dans l'école primaire et en plus faire le CNED. Donc on a dit non, c'est bon, on se concentre là pour l'instant juste sur l'allemand.
Donc on avait des cours d'allemand donnés par l'école primaire avec tous les étudiants étrangers. Donc on avait des Italiens, on avait des élèves de Bosnie, voilà. Et donc il y a certains mots en suisse allemand que j'ai pris de leur accent, ce qui est marrant, ça va pas trop avec mon caractère, mais quand je parle le suisse allemand, par exemple, il y a certains mots qui proviennent de quand j'étais petite et quand je prenais leur accent à eux. Parce qu'au début, j'avais pas trop compris qu'il y avait 2 langues. Il y avait le suisse allemand qu'on parlait dans la récréation et l'allemand de la classe. Voilà. Alors, en primaire, je sais qu'au jardin d'enfants, tout ce qui est maternelle, ça, ils ont le droit, ils ont le droit de parler suisse allemand, mais dès la primaire, parfois quand on comprend pas, ils vont switcher, mais ça va continuer en allemand classique. Donc ça a été difficile. Il y a eu beaucoup de moments où on n'a pas trop compris pourquoi il fallait qu'on soit là. On n'avait pas décidé de déménager, mon frère et moi. Et puis tous nos repères étaient partis, on ne savait pas à quoi se raccrocher. Et puis pour ma mère, ça a été aussi très difficile. Elle était là pour nous, elle n'a pas travaillé la première année pour nous soutenir, nous, et pour nous aider, parce qu'on était jeunes. Et puis, il y avait tout ce choc culturel suisse, alors que c'est le pays voisin. Les cartables, qui sont différents. C'est pas des cartables carrés, c'est des cartables ronds. L'autonomie poussée, donc les enfants doivent aller à pied, tout seuls à l'école. Il faut pas que les parents les amènent. La manière aussi un peu, pas Montessori, mais il y a vraiment le fait on va pas pourrir les enfants en leur expliquant trop. Il faut vraiment que eux se Toi, tu penses que c'est les pourrir? Non, de les guider. Ah, mais c'était le. Non, mes parents, parfois, on leur a dit, on leur a reproché, mais vous n'avez pas besoin d'amener vos enfants à l'école en voiture. Ils vont à pied. Alors que dans toutes les cours de récréation française, c'est toutes les mamans qui viennent, qui attendent leurs enfants. Donc, il y a eu ce choc culturel au début. Et puis, lentement, on a voulu être comme les autres. Donc, j'ai commencé à apprendre le suisse allemand, Augustin aussi. On a réussi à faire quelques amis. Et puis, on avait tout le temps ce gros accent. Et dans la cour de récréation, parfois, c'était « Ah non, mais de toute façon, elle va pas comprendre. » Ouais, ça, je voudrais te poser des questions sur le social. Oui. Ouais. Alors, comme on est arrivé très, très jeune, au début, c'était plus difficile au collège-lycée. Parce qu'ils sont plus âgés, les enfants sont plus âgés, ils ont plus de pouvoir aussi d'humilier. Même quand on est plus petit, si c'est moins grave, ça prend une autre ampleur, je trouve, tout ce qui est collège-lycée, parce que c'est des groupes, c'est des meutes. On constitue vraiment son identité, on est plus fragile. Exactement. L'adolescence. Donc ça a été, j'ai fait quelques amis, mais beaucoup ne sont pas allés au lycée à la fin de la 6e classe, donc la dernière année de primaire. Je voulais te poser une question. Tu es arrivée en 4e classe et tu savais qu'à partir de la 5e classe, les notes comptaient. Oui. Est-ce que ça t'a fait une pression? Parce que toi, il faut dire que tu viens d'une famille quand même de gens très éduqués. Ta maman est normalienne, etc. Enfin, tu pourras le raconter. Donc, avec le sens des études et des choses académiques, est-ce qu'à ton âge, à 9 ans, on sent déjà la pression? Alors, j'avais sauté une classe, j'en étais très très fière en France. J'avais sauté, je crois que c'était la moyenne section ou la grande section, mais j'étais déjà dans la cour des grands. Et là, je me retrouvais dans la cour des presque trop grands, parce que c'était trop différent, et donc on m'a proposé de redoubler la 4e année. Ce que j'ai fait, et ce qui était aussi plus juste, parce que j'étais avec des élèves qui avaient 2 ou 3 ans de plus que moi. Donc là, j'étais avec des élèves qui étaient la même année ou un an avant. En Suisse, c'est pas du tout dramatique, le redoublement. Alors, non. Et surtout, je pense qu'on va en parler plus tard, mais les études, le bac ne se fait pas à 16, 17 ans. Il se fait entre 18 et 20. Et c'est cool parce que tout le monde fait une année sabbatique. Les jeunes hommes ont le service militaire. Donc vraiment, tout ce qui est côté éducatif, il y a très très peu de pression côté âge. C'est pas grave si on refait un bachelor à 30 ans ou à 35 ans, vraiment. Moi, en philosophie, j'ai plein d'étudiants qui sont des retraités ou qui reviennent ou qui se reforment, il n'y a aucune pression. Il y a beaucoup de reconversions aussi dans le monde du travail. Voilà, donc ça, c'était bien sûr que pour mes parents, au début, c'était redoublement, pourquoi? Est-ce que notre fille, elle est quand même intelligente, elle sait. Donc ça a été une première, c'était pas une claque, mais c'était en fait une première difficulté, une embûche. Voilà, c'était de me faire comprendre aussi que voilà, tu es intelligente, mais ce serait plus simple. Et ça a été plus simple aussi d'avoir une année de plus pour apprendre l'allemand, pour avoir cette pression des notes. Et oui, il y avait une grande pression, parce qu'on ne connaissait pas encore trop le système éducatif suisse. Donc après la 6e année de primaire, soit on a une moyenne de 5,2 sur 6, alors on peut entrer directement au collège-lycée, qui dure 6 ans. Sans passer d'examen? Alors ça, important à le dire, ça change dans chaque canton. Ah, d'accord. Chaque canton a ses règles. Dans le canton de Nidwald, ça va être différent que dans Lucerne et dans Zurich. Je sais que dans Zurich, l'étudiant auquel je donne des cours de français, lui, il doit passer des
des passerelles et des cantones, examens et tout ça. Donc... Ok, bon, tu vas nous en parler exactement. Ouais. Parce donc que justement, c'était... tu as parlé du manque d'informations que vous avez eu à l'époque et je pense que ça reste vivant. Si on ne parle pas l'allemand, si on ne s'est pas forcément fait des amis parmi les parents de l'école, il faut chercher les informations. Et vraiment, merci Hortense de nous les présenter condensées ici. Mais je crois que mes parents, ils n'étaient pas sur Facebook non plus il y a 15 ans. Oui, voilà. Heureusement qu'on peut communiquer, qu'on peut partager ça et grâce à toi aussi. Merci. Mais donc après cette 6e année, on peut soit faire le collège-lycée ou alors entrer dans le secondaire. Enfin, ça s'appelle la SEC dans le canton de Zurich et aussi dans les autres cantons en général. Et ça s'appelle Sekundarschule. Donc ça dure 3 ans. Et après, donc il y a 3 niveaux, il y a A, B et C dans ces 3 ans. Et si après la 3e année, on est quand même intéressé d'entrer dans ce lycée, on peut. On doit, je crois, avoir une moyenne de 5 après les 3 ans. On peut entrer dans le lycée, mais on perd une année. D'accord. Donc au lieu d'entrer dans la 4e année du lycée, on entre dans la 3e. Donc on fait de nouveau en fait une 3e année. Mais ça, énormément de gens le font. Et pendant mes 6 ans dans ce collège-lycée, on savait qu'à la 3e année, on allait avoir plein de nouveaux élèves qui venaient de la Sekundarschule. Donc il y a plein de systèmes. Donc il y avait en 2008-2009, c'était la question, ok, est-ce qu'on a un 5,2 sur 6 pour entrer dans ce lycée ? Ça n'a pas été facile parce qu'il fallait se battre. Pour mes parents, c'est pas que ça allait de soi qu'on aille au lycée, mais c'était quand même... je viens d'une famille plutôt universitaire et puis il y avait quand même cette attente. Et puis mais je vais l'expliquer peut-être plus tard, c'est ces réflexes aussi de parents français de projeter leur éducation sur leurs enfants. Mais il faut comprendre que la Suisse a compris qu'il n'y avait pas qu'un modèle, qu'une manière d'apprendre, qu'il y avait plein de chemins, plus pratiques, moins pratiques, plus théoriques, plus abstraits, qui mènent à beaucoup d'exploits. Mais à ce que tu me dis aussi, il y a le critère du temps. Donc forcément, si on veut faire des longues études universitaires, académiques, la matura, ça peut être qu'à 20 ans. Voilà. Les études de médecine, ça va durer tant d'années. Ça veut dire qu'on se lance pour des longues années d'études. Et j'imagine qu'il y en a qui aussi choisissent la voie plus professionnalisante parce que ce sera rapide, parce qu'ils auront des salaires plus vite, parce qu'ils seront engagés dans une entreprise, ils vont y grandir. Donc le critère du temps, ça dépend aussi des familles, ce qu'elles peuvent donner à leurs enfants. Oui. Mais ça, j'avais aussi des amis qui, après la primaire, ils ont dit non, mais ça va, je ne suis pas intéressée, moi, par 6 ans de collège-lycée. Je préfère gagner mon argent dans 3 ans. Et c'est vrai, ils ont ce qu'on appelle des apprentissages. Il y a plein de formations différentes. Donc, il y a des sortes de... après ces 3 ans à la Sekundarschule, on peut avoir un job et en même temps avoir une formation. Donc, on gagne un salaire et en même temps, on va à l'école. Et puis, on est sur le tas. On a tout de suite... il y a quelque chose de très, très réaliste, très logique. De toute façon, la Suisse, c'est un pays très pragmatique. Voilà, c'est clair, c'est net. Donc, il y a plein de solutions différentes. Mais moi, j'ai toujours aimé lire et j'ai toujours... donc, j'ai pas su à 12 ans. Donc, voilà, la pression, elle arrive à 12 ans, ce qui est tôt. Et en France, elle arrive à 18 ans quand c'est le bac. Mais il y a ce système de filtration. Donc, si à 12 ans, on filtre, mais je ne vais pas du tout le dire d'une manière péjorative, mais pour dire qu'il y a quasiment 100% de réussite à la matura, parce qu'il y a ces sortes de passerelles, entre guillemets, qui font que... Il faut vraiment se battre pour arriver, et donc il n'y a presque pas de chance de ne pas réussir à la fin. Il n'y a que les surmotivés qui y vont. Mais donc il y a plein de manières d'arriver à cette matura, mais dès qu'on est dans ce lycée-là, il y a vraiment quasiment 100% de réussite. Donc ça peut être très difficile à 12 ans de se dire « Ah, mais oui, mais je veux faire quel métier ? Je veux faire quelles études ? Est-ce que je veux vraiment faire de la médecine ?» C'est beaucoup trop tôt comme âge, 12 ans pour choisir. Alors ça, c'est ma question aussi. Concrètement, tes amis qui t'ont suivi à la matura, s'il y en a... Oui. De la primaire encore ? Oui. Non. Il n'y en a pas, tu vois. Bon, que tu connais aujourd'hui ou qui étaient au lycée avec toi, est-ce que c'est les parents qui les ont guidés ? T'as senti que c'était ceux qui avaient les parents derrière, ou bien vous pouvaient dire non, voilà, je vois ma vie, je veux très bien être tel et tel, avoir tel métier, telle position, je veux continuer d'étudier, ça m'intéresse. D'avoir des parents qui soutiennent, c'est toujours bien dans chaque domaine. Donc, comme j'avais dit avant qu'il y avait on pousse un peu aux enfants d'être autonomes, on leur dit mais voilà, tu fais ce que tu veux un peu, enfin pas. Mais tu choisis. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui poussent parce que aussi eux n'ont pas fait le lycée, ils veulent que leurs enfants réussissent. Mais il n'y a pas autant cette sorte de on est mieux vu parce qu'on fait le lycée ou on est mieux vu parce que... Non, il n'y a pas ça. En fait, on sait, les enfants qui s'engagent dans ces 6 ans ou dans ces 4 ans après la Sekundarschule savent que ça va être du boulot et que ça va pas du tout rigoler. Et dans ce lycée, c'est aussi psychologiquement,
il faut avoir chaque semestre, il y a un système de points, ça diffère aussi dans chaque canton, mais il y a, dans le lycée où j'étais, c'est un système de points, et puis si on a des moyennes sous 4, parce que la moyenne c'est 12 sur 20, c'est pas 10, c'est 4 sur 6. Hein. Mais la notation est différente aussi. Oui, tout est sur 6, donc c'est l'inverse de l'Allemagne, le 6 et un 20, et le 4 c'est la moyenne. Donc toutes les notes qui étaient sous la moyenne, ça donnait des points en moins. Et à la fin du semestre, si on était en moins, eh ben, on était dans ce qu'on appelait le provisoire. D'accord. Donc il y avait constamment... Donc en fait, on nous dit... En fait, c'est comme si tu avais un paquet de 100 points, voilà. Et à chaque fois on t'en enlève. Non, c'est pas ça. Tu es à 0 à chaque semestre. D'accord. 6, ça donne 2 points. 4, ça donne 0 points. Mais 3,5, ça donnait moins 1 et pas moins 0,5. Donc, à la fin d'un semestre ou d'une année, il fallait que toutes les moyennes des matières ajoutées, le résultat donne un plus. Enfin, un positif et pas négatif. Sinon, on entrait dans ce provisoire et on avait la chance d'être éjecté au 2e semestre. Enfin, il y a tout un système pour que justement, la dernière année du bac, tout le monde réussisse et tout le monde... En fait, à la fin, tout ce système compliqué et ce qui filtre, c'est pour que tout le monde ait du travail. Et c'est vrai qu'en Suisse, il n'y a presque pas de chômage. Et c'est parce que justement, il y a tellement de formations, tellement de chemins pour arriver au job de rêve. Et en même temps, on vous dit mais seulement si vous êtes prêt à vouloir faire des études très très longues, et il faudra passer toutes ces petites étapes qui seront difficiles, mais qui vous garantiront que voilà, vous allez réussir votre maturité. Et c'est vrai, il y a 100% de réussite. Donc, et c'est pas, on a la matura en poche et puis on ne sait pas quoi faire. Il y aura tout le temps du travail, il y aura tout le temps quelque chose. Parce que c'est aussi l'avantage d'avoir un petit pays, c'est qu'on existe, on est suivi, on est sur le marché du travail, on n'est pas juste perdu dans la masse des gens qui ont leur bac et qui vont pas avoir de boulot parce qu'il n'y a pas la place ou il n'y en a pas assez. Comment on est suivi ? On te dit, tiens, il y a tant de jobs dans telle branche. Oui, enfin, les dernières années du gymnasium, par exemple, on va dans les centres de formation, on voit des gens qui nous expliquent quel est ton job de rêve, tu pourrais faire telle et telle étude pour ça. Il y a des gens aussi qui ont leur maturité, mais qui étaient intéressés par quelque chose de plus pratique. Alors, il y a vraiment quelque chose où on vous dit, mais vous n'êtes pas perdu. On apprécie le fait que vous aviez fait ces 6 ans d'études. On va vous aider à trouver du travail ou à réaliser vos rêves. Et c'était aussi un petit canton, mais je pense que dans la plupart des cantons, ils font ça. On rencontre des gens qui ont fait plusieurs boulots, on voit des professionnels qui nous indiquent quels sont les meilleurs chemins. Des coachs en carrière, quoi. Voilà. Voilà, on a passé 2-3 jours avec une coach, et puis alors on s'est assise avec elle, et puis je dis moi je savais pas encore. Hein, je disais peut-être professeur, peut-être, ou on pourrait dire dans la mode. Et puis alors, elle dit ouais bon ok, il y a telle et telle école. Et puis alors on revient avec un petit papier, et puis on a donc mais c'est de toute façon on apprend, je veux dire dans les lycées suisses, ou je sais plus si c'était en primaire, on fait un test de vélo. D'accord. Alors avec la police, donc on fait un permis de conduire. Pour le vélo. Donc on va à la police et puis on a tout un circuit avec les gestes qu'il faut apprendre, et je veux dire c'est quand même extraordinaire ça, qui prennent le temps pour dire mais non mais voilà c'est ça les dangers de la route, et c'est des formations qui sont intrascolaires. Donc vraiment l'école a pensé et dire on va vous montrer tout ce qui existe et on vous prépare pour le marché du travail. Bien sûr qu'il y a encore des améliorations, par exemple j'aurais bien aimé savoir faire les impôts. Oui, ça on n'apprend pas trop. Ou tout ce qui est interview, faire un entretien d'embauche, ça non plus. Mais ça, je sais que par exemple dans l'école secondaire, il y a quelque chose de beaucoup plus pratique. Parce que ce qui est aussi positif dans l'école secondaire, c'est qu'on apprend à être en contact avec des entreprises. Dans le lycée, moins. Mais voilà. Alors, pour récapituler, à partir de la 5e année, les notes sont prises en compte et vont rester dans le livret scolaire. Voilà, du 2e semestre de la 5e année. Voilà. Et quand on a 12 ans, c'est-à-dire en quelle classe ? Donc on finit la 6e année. La 6e année. Il faut qu'on ait une moyenne de 5,2 sur 6. 5,2 sur 6. Et après, on doit choisir sa voie ? Alors, non, à la fin de la 6e année, si on veut entrer dans ce collège-lycée de 6 ans, il faut avoir un 5,2 sur 6. Et si on les a pas ? Si on les a pas, on peut choisir l'école secondaire pendant 3 ans. Et à la fin de ces 3 ans, avoir une moyenne de 5 sur 6 et rentrer dans le lycée qu'on appelle Kurzgymi parce que c'est plus court. D'accord. Donc, et si on veut faire une formation qui ne suit pas les études, est-ce qu'à 12 ans, il y a déjà des formations, je sais pas, d'artisanat
Donc, c'est à partir de quel âge? Alors, l'école obligatoire est jusqu'à 15-16 ans. D'accord. Donc, il faut, même si on n'est pas du tout intéressé par faire des longues études, il faut faire ces 3 ans de secondaire. Parce que c'est obligatoire. D'accord. Je crois qu'en France aussi, c'est jusqu'à 16 ans. Donc, c'est 9 ans. Il faut faire 9 ans de scolaire. Donc, après ces 3 ans, si on dit non, mais moi, je veux être menuisier, eh ben, très bien. On fait ce qu'on appelle année lérée, donc un apprentissage qui est suivi. On a une formation à côté. On est en contact avec cette entreprise-là. Et puis à la fin je sais pas combien de temps ça dure, si ça dure 1 ou 2 ans, on a un job en général dans l'entreprise dans laquelle. Et les profs du secondaire, ils aident à ça? Oui, il y a tout le temps, il y a plein de suivi. Et plus tard, ces gens qui disent mais en fait à 20 ans, peut-être qu'ils veulent quand même faire une maturité. Ils peuvent faire ce qu'on appelle année Berufsmatura, c'est une maturité professionnelle. D'accord. Donc on peut faire vraiment beaucoup, beaucoup plus tard. C'est des gens qui ont déjà travaillé. Et en Suisse, même aujourd'hui dans chaque pays, c'est quand même important d'avoir de l'expérience professionnelle. Alors que quand on fait que des études, ce qui est un peu mon cas, on est très, très, très visé sur les livres, la théorie, les cours, machin, et pas trop en relation avec les entreprises. Et donc cette maturité professionnelle, on peut la faire plus tard. Et on peut entrer dans ce qu'on appelle les hautes écoles. D'accord. C'est pas les universités. Hochschule. Hochschule. Mais ce qui est quelque chose d'absolument superbe parce que c'est le même système des universités, sauf que c'est un emploi du temps plus proche d'un lycée ou d'un secondaire. C'est-à-dire que c'est des classes plus petites, c'est des tests ou des examens plus fréquents, tandis qu'à l'université, c'est 1 fois tous les 6 mois, donc c'est la masse de mois les partiels, tout ça. Et tandis que les Hochschulen, en général aussi, on est très côté contact avec les entreprises. Oui, il y a des stages. Voilà, tout ça, il y a des choses qui sont prévues. Les gens entrent dans le monde du travail très tôt. Et donc, on peut avoir un bachelor aussi ou un master dans les Hochschulen. D'accord. Et ça, il y en a, par exemple, à Zurich, il y a la ZHAW, à Winterthur, c'est celle de l'économie. Il y a la ZHDK, c'est la Zürcher Hochschule der Künste, l'école d'art. Donc mais c'est super. Donc super. J'ai encore plein de questions en retard. Mais vas-y, pas de souci. Est-ce qu'il y a les parcours scientifiques, littéraires, économiques, déjà au Gimmi ou à la Secondarschule, comme on a en France? Alors, il n'y a pas LSES. Mais en 3e année, donc les 3 premières années du lycée, quand on fait le Lang-Gymnasium, les 6 ans, ils sont dans la même classe. Et en 3e année, il faut choisir de la 4 à 6 ce qu'on veut comme majeur, ce qu'on appelle un Schwerpunktfach. Donc, il y avait, dans mon lycée, il y avait économie, il y avait latin, italien, espagnol, dessin, biochimie et maths et physique. Okay. Ah, donc on choisit le lycée selon son Schwerpunkt? Non, on ça va c'est dans la le proposition lycée du quartier. Non, ça c'est la proposition dans le lycée même. D'accord. Mais bien sûr que ça, il faut dire que je m'y connais pas assez, je sais pas la différence exactement dans le canton de Zurich, si eux ont d'autres majeurs comme ça. Moi j'ai choisi latin. Donc c'était 6 heures par semaine pendant 3 ans. Donc c'est intensif. Enfin, l'espagnol aussi, c'est très très très... c'est hardcore, c'est pas... Alors, si vous voyez Hortense, elle est fraîche, elle est jeune. Pourquoi as-tu appris le latin? Il faut dire qu'il y avait quand même une petite influence des parents. Donc j'ai mon père qui avait fait latin-grec, donc j'ai pu échapper au grec. Mais en fait, j'ai eu un excellent prof. Et je crois que j'ai adoré le latin, pas forcément pour les mots et la grammaire latine, mais plutôt pour l'histoire. Donc j'ai un prof qui m'a fait tomber amoureuse de l'histoire d'Abélard et d'Héloïse. J'ai pu traduire leur lettre d'amour. Enfin, il y avait toute l'histoire. On est allé à Rome. Il y avait une partie aussi. Puis le français m'aidait quand même. Oui. Il y avait beaucoup de mots que je reliais au français. Puis ça m'aidait à moi à comprendre mieux l'étymologie de mes mots. Absolument. Et aussi par rapport aux langues. Enfin, j'ai vu aussi le poids. Enfin, la décision qu'on prenait quand on traduisait un texte latin en allemand. Mais c'est moi qui décide le mot allemand que je pense correspond le mieux à ce mot latin, mais ça change tout un sens. Alors, j'ai un master en traductologie, alors c'est vraiment un sujet. Donc, encore un sujet dont on doit parler. Oui, vraiment. Mais donc ça a été dur, ça a été. Donc oui, il y a un attrait pour l'Antiquité, pour la formation aussi. Oui, mais j'ai tout le temps, j'ai beaucoup, comme j'ai fait, j'ai tout le temps aimé l'art et l'histoire et les belles choses. Ouais, c'est lié. Mais en fait, choisir art au lycée, c'était surtout pratique aussi, c'était pas que l'histoire de l'art. Et puis ça formait après à faire des études d'art plutôt. Tandis que le latin, c'était de la culture générale aussi. Et puis ça en faisait ta particularité. Voilà.
Parce que je crois que tu m'as un peu expliqué qu'aussi tu as su faire de tes langues latines une force. Oui. J'imagine que petite, tu devais un peu te sentir comme la française de la classe, la française de l'école. Peut-être tout ce que tu faisais, on disait c'est parce qu'elle est française. Je sais pas, t'as ressenti ça? Jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui était primaire et lycée, mais même on sera toujours, en tant qu'expatriés, et surtout aussi ceux qui restent, qui décident de rester, on sera toujours les Français en Suisse, et en France, on sera tout le temps les Suisses en France. Aussi par rapport aux cousins, comment ils vont les Suisses. Donc cette étiquette qu'on adopte sans vraiment le vouloir. Donc quand j'étais toute petite, donc en primaire, ça m'a pas vraiment... Donc il y a des cours de français à partir de la 5e année, donc c'est les 2 dernières années de primaire. T'avais des bonnes profs? Elles t'aimaient bien au moins? Alors en primaire, c'est un prof pour presque toutes les matières, c'était bon, c'était pas mon prof préféré, mais c'était bien. J'ai toujours décidé de participer. Même pendant toutes les années de lycée, je me suis jamais dit c'est bon, je mets les pieds sur la table, je m'en fiche, de toute façon, je sais, c'est tellement facile pour moi. Non, j'ai tout le temps voulu participer et presque prendre par moment des rôles l'aide. Oui, mais l'assistante. Des rôles de prof. Voilà, je voulais expliquer aux élèves. Non, mais en fait, ça marche comme ça. Ou je pensais que le prof l'expliquait mal, le maître il expliquait mal, donc il fallait que je l'explique un peu mieux. Et donc, à l'entrée du lycée, j'ai une prof française qui venait de Normandie, qui s'appelait Madame Lefebvre. Et avec elle, il y avait tout de suite... il y a eu quelque chose, elle devait juste me regarder, puis alors je comprenais, parfois elle me demandait aussi de l'aider pour préparer des choses. Elle savait que je m'ennuyais un petit peu, donc parfois elle me disait, les élèves lisaient page 1 à 5, Hortense, vas-y, tu peux lire jusqu'à page 20, il n'y a pas de souci. Oui. Donc il y avait tout le temps, je me réjouissais pour ces cours de français parce qu'il y avait un sentiment de maison aussi, il y a quelque chose de familier. Voilà, quelque chose que je connaissais. Puis je l'appelais pas maîtresse parce qu'on appelle ici Madame Madame Lefebvre. On dit pas par prénom? Non. Ah, je pensais. mais on dit pas non plus Lehrerin, c'est pas quelque chose qu'on dit. On dit plutôt Frau. D'accord. Ou Madame Lefebvre. Et donc avec elle, je l'ai eu pendant 3 ans. J'ai beaucoup aimé. C'était vraiment, je me réjouissais chaque fois des cours de français parce que j'allais la voir et puis voilà. Et de 4e année à la 6e année, j'avais une autre prof qui était suisse, mais mariée avec un roman. Et avec elle aussi, il y a tout le temps eu ce lien avec ses profs en français parce qu'ils savaient que j'allais être leur alliée en quelque sorte. Et que je pouvais parfois, j'aidais à préparer le cours ou j'aidais à expliquer quelque chose au tableau. Ou quand il y avait des devoirs à faire dans des cahiers, elle me dit « Hortense, vas-y, aide les autres ». Donc, c'est ça que j'essaye de définir, c'est cette connivence qu'on a à travers la langue. Et particulièrement avec le français, que ce soit entre Belges, Canadiens, etc. Mais cette langue crée beaucoup de connivence culturelle. Mais ça, de toute façon, avec toutes les langues que je parle, j'ai la chance d'en parler plusieurs. On a accès à tellement de cultures et il y a tout de suite ce lien. Quand on est à l'étranger et on voit quelqu'un qui parle notre langue, il y a quelque chose de... il y a un lien, il y a quelque chose qui se passe. Et puis on comprend beaucoup plus. Je ne vais pas traduire mes mots. Je pouvais juste être moi dans ces cours de français. Je pouvais juste lever la main, lire, penser. C'est juste, ça me détendait. Je pouvais juste me mettre en pause et profiter. Parce que oui, il y avait tout était en allemand, bien sûr. Tous les cours étaient en allemand. Donc, il y a eu des difficultés à comprendre. Mes textes, jusqu'à aujourd'hui, je me fais relire en allemand et j'ai toujours pas compris tous les cas. D'accord. Mais c'est pas grave. Vraiment. Au quotidien, il n'y a pas de problème. Ça non, s'entend je parle pas. le suisse allemand. Oui, voilà. Et même si ça s'entend, je renie pas mes origines ni ma nationalité et mon identité. Au contraire. Alors, double nationalité, du coup? Oui, double nationalité. Ça s'est passé comment quand tu as eu le passeport suisse? Alors, on était assez jeunes. Donc, ça prend longtemps. Tout le processus, ça prend, je sais pas si c'était 3, 4 ou 5 ans même. C'était marquant pour toi? Pour mon frère et moi, longtemps, on n'a pas compris pourquoi on devait avoir ce passeport. On s'est dit, non mais ça suffit, on est en Europe, on a le français, en plus il est beau, il est brun, il est façon cuir. Moi j'adore le rouge. Chic. Mais donc on avait, je crois, 15-16 ans. On était en train de... l'adolescence, l'identité, on était vraiment en combat un petit peu avec... est-ce qu'on est vraiment... On voulait rester français parce que déjà, le fait de déménager en Suisse, ça nous enlevait un petit peu de notre identité. Donc, on se rattachait à nos années vécues en France. On dit tous les médias, tout le temps, on avait ce cocon français familial. Mais donc, on n'a pas compris pourquoi nos parents voulaient faire la démarche et pourquoi ils se réjouissaient. Augustin et moi, on était plutôt... pas en colère, mais... on voulait pas, en fait. On s'est dit, non, mais
avoir ce passeport, ça nous met une étiquette sur le front et on ne pourra plus jamais l'enlever, en fait, le fait d'avoir habité en Suisse ou d'être en Suisse sans qu'on ait forcément choisi. Et ça a été difficile pour mes parents de comprendre ça. Et pourquoi ils se réjouissaient, tes parents ? Alors voilà, maintenant avec le recul, je le comprends, mais donc avoir un passeport suisse, c'est déjà enlever l'étiquette d'étranger, être respecté, être valorisé pour ce qu'on fait sans devoir se justifier. Au travail, pour ma mère, elle ne devait pas « Ah non, oui, mais c'est la française ». Non, maintenant c'est la Suisse, donc il n'y a rien à dire. Et c'était aussi... c'est un pays qui nous a accueillis, c'est un pays dans lequel on s'est adapté à ce pays-là, on a appris leur langue. Donc, on a fait les études ici. Donc, c'était quelque chose de naturel. Et pour mon frère et moi, c'était... On pensait qu'ajouter un passeport, ça nous enleverait le français. Où on serait plus suisse et moins français tout d'un coup. Alors qu'aujourd'hui, je suis française quand je veux et je suis suisse quand je le veux aussi. Et personne ne pourra décider ce que je ressens au fond de moi, ni même un papier rouge. Et quand on l'a reçu... Quand j'ai vu cette photo, quand on a fait la démarche, bien sûr, c'était un peu bizarre, il fallait qu'on fasse des tests, on a été... Mais c'est normal, parce que ce pays, il est petit, il est précieux, il nous a accueillis, donc il faut aussi qu'on s'adapte. Ouais. Et c'est aussi une forme de respect, tu vois. Et donc, quand on a fait ce passeport-là, quand on l'a reçu dans les mains, c'était bizarre, et puis je me suis dit, mais en fait, ça te définit pas. C'est juste une preuve que une partie de ta vie, tu l'as passée ici, tu t'es adapté, et tu aimes plusieurs choses de ce pays-là. Et donc... C'est drôle que ce point de la citoyenneté était si important pour toi. Ouais. Ça veut aussi dire, c'est peut-être une chose de l'esprit français, de se sentir qu'on est citoyen, on fait part de la République, on a cette chose très responsabilité, responsabilité commune, politique. On est quand même souvent plus impliqué avec des idées politiques, des vues. Et là, tu t'es dit, oh là là, je vais devoir voter. C'est ça ? Mais alors, je me réjouissais parce qu'avec mes amis au lycée, tout le temps, ils votaient, machin. Et puis nous, c'était non, on peut pas. Et très souvent, beaucoup de mes amis au lycée pensaient que j'étais déjà naturalisée depuis longtemps. Donc aussi pour dire que les secondos... Ils y pensaient, ne serait-ce que ça. Les amis du lycée, ils se demandent si t'es naturalisée. Non, mais ils pensaient que c'est la française, parce que mon prénom, j'ai la chance d'avoir un très joli prénom français. Donc de toute façon, on peut pas me l'enlever de mon identité. Mais on pensait que soit j'étais née ici, parce que donc mon frère et moi, on se rattachait aussi à cette idée, mais on n'est pas des segundos. On n'est pas né en Suisse. Donc on est quand même un peu plus français parce que on a vécu en France. Donc on se rattachait à ça. C'est vraiment des thématiques d'immigration, pas d'expatriation. Parce que quand on se sent expatrié, type Erasmus, c'est toute l'Europe, en Suisse, vraiment, on a tous ce constat, après quelques années, qu'il s'agit d'une vraie immigration. Oui. Mais c'est ça, je pense que aussi ce podcast, ou peut-être mon point de vue et les propos que je dis sont peut-être pas forcément adaptés à des gens qui vont déménager, qui déménagent en Suisse et qui repartent un an plus tard. C'est sûr. C'est plus pour des, entre guillemets, pattes qui restent et qui veulent adopter, qui se font adopter par ce pays. C'est du cas par cas, ça dépend aussi de la relation qu'on avait avec la francophonie et l'esprit. Il y a des gens qui fuient l'esprit français, c'est vraiment du cas par cas. Et puis... Donc nous, on avait vécu en France, donc mon frère et moi, on se rattachait à cette idée-là de « mais on a quand même vécu, on voit notre famille, on va en Alsace chaque mois, on voit notre famille », donc on avait ce lien physique français. Et donc on disait « comme on n'est pas né ici, ça va ». Alors que pas du tout, maintenant je le dis avec beaucoup plus de maturité, mais il y a aussi des parents binationaux, si on a une maman française, un papa suisse et qu'on est en France ou en Suisse. Je veux dire, tout se joue aussi dans le cocon familial. Et justement, comment tes parents ont cultivé l'esprit français ? Alors, ça passe par quoi ? Alors, par énormément de choses. Donc, déjà, jusqu'à aujourd'hui, on regarde que le JT sur France 2 ou TF1. Tout cet aspect aux médias, donc que ce soit les livres, la radio, parce que il faut dire quand même que la culture française est quand même très agréable à regarder, à écouter, toutes les émissions de décoration, secrets d'histoire, tout ça. Au niveau divertissement, fantaisie, c'est sûr. Mais même, c'est beaucoup plus accessible. Il y a quelque chose on pouvait juste se détendre. Parce que, pour moi, en tout cas aujourd'hui, l'allemand et le suisse-allemand, je lis moins et je consomme moins de médias alémaniques parce que je reliais ça au travail. Donc pour moi, c'est l'université est en allemand, mon travail, tout est en allemand. Donc, chez nous, dans notre cocon, chez moi à Zurich, j'ai du français. Parce que c'était... En fait, c'est comme ce mur extérieur, ce monde alémanique, mais à l'intérieur... donc, nous, c'était la radio. On avait aussi ce qu'on mangeait. Puis aussi les fêtes, le fait de manger à 8h du soir et pas à 6h. Mais je vais rebondir sur ce que tu as dit, sur le fait que la culture ou le divertissement te semble plus accessible et peut-être plus intéressant. Et je crois que ça fait aussi partie de l'esprit francophone
de démocratiser le savoir, de chercher justement à le répandre, à élever les classes les plus basses. Oui. Et ne serait-ce que tu vois les abonnements qu'on peut avoir au musée, au cinéma, etc., et qu'on ne trouve pas ici. Oui. Il faut le dire concrètement, la culture ici de haut niveau, elle est quand même réservée à une élite ou à quelqu'un qui va vraiment investir une partie de son salaire. Oui, mais malheureusement, le partenariat culturel en France est sous-payé. Les gens il n'y a pas assez d'argent. Et puis, donc c'est la culture qui est magnifique, mais qui malheureusement ne bénéficie pas beaucoup de personnes. Enfin, pas au sens monétaire. Les gens font beaucoup de bénévolat, font beaucoup de... Alors qu'ici, tout a un prix. Et c'est vrai, c'est moins accessible. Ah, ça me paraît logique complètement que ça coûte, voilà ce que ça coûte, etc. Oui. Mais je sais pas ce que tu veux dire. Oui. Par exemple, tu vois cette émission qui a été proposée en France quand il y a eu le homeschooling, la Lumni. Ils ont essayé d'en faire une aussi, la RTS. Alors bon, tu peux comparer, tu regardes les thèmes abordés. Puis après, bon, moi je parle que de mon point de vue de la Suisse alémanique. Parce que la Suisse romande, je me sentais aussi bien à Genève. Je trouve que la Suisse romande, ça peut être un bon mélange pour des jeunes expatriés entre la Suisse à l'extérieur, mais quand même cette langue, la même que chez soi, avec les petits accents, mais c'est pas grave. Donc oui, donc tu disais donc ce côté français à la maison, ça passait par les médias, ça passait par nos habitudes de boire le café dans un bol. Je sais que c'est la première fois que j'avais ramené un ami à la maison et qu'il a vu mon père boire du café dans un bol, il m'a dit mais pourquoi pas dans une tasse? Donc ça c'était il y a longtemps, maintenant c'est dans une tasse. Mais donc il y a plein de rituels aussi qu'on remarque pas que ce soit des rituels. Même moi, il y a des choses que je fais, elle me dit « Ah non, mais je fais pas ça ». Et puis c'est la première fois qu'on amène des amis à la maison, ils voient tout ce qui est différent. Ou quand j'ai visité des maisons suisses, là aussi, il y a une manière d'être qui est un petit peu différente. C'est intéressant toutes tes analyses. J'ai envie de te demander, tu te sens dans une maison suisse ou française? Non, c'est pas suisse. Déjà, juste parce que tu as des nappes. Donc c'est déjà ça. Mais aussi la manière de... Enfin, bon, j'ai eu une bonne éducation, on m'a appris à manger poliment, mais une manière aussi d'aider, ou la règle d'entrée, le dessert. Enfin, il y avait plein de choses que j'arrive même pas à toutes les décrire parce qu'elles sont tellement naturelles pour moi. Mais donc, il y a toujours eu ce cocon français familial. D'accord. Mais en fait, de ce que tu viens de nous dire aussi, de ton parcours d'études, de ton arrivée en Suisse, moi, on m'a dit en tout cas en arrivant, ne t'inquiète pas, les enfants, c'est des éponges, ils sont très adaptables, ils apprendront la langue en 2 mois, ils auront oublié l'école comme c'était avant, ou le système. Voilà, changer de pays, de langue, ça leur fait rien. Pas besoin de leur expliquer même, j'ai aussi entendu, donc c'est ce que tu as vécu. Et en fait, vu ton parcours, on voit que quand même les enfants, ils ont des antennes, ils voient vraiment... Mais tout. Mais par exemple, mon petit frère, qui est plus jeune d'1 an et d'11 mois, pour lui, aujourd'hui, en allemand, il fait moins de fautes que moi. Parce qu'il est arrivé un peu plus jeune, il était plus cette éponge où il a du réflexe, il le fait par écoute. Tandis que moi, c'est rien 2 ans de différence. Mais ça fait que j'avais le CE1, CE2 en France, et donc ça m'a... Enfin, je sais pas, il y a encore des fautes que j'arrive pas en allemand. Donc, oui, c'est bien d'arriver tôt, et oui, c'est bien de nous jeter dans l'eau froide, même si c'est difficile et même si la France nous manque. C'est bien parce que plus tard, vraiment, ça aide beaucoup. Mais il faut faire ça avec beaucoup de douceur. Il faut que les parents expliquent pourquoi, et puis ne coupent pas ce lien. En France, y aller souvent, ou voir la famille, ramener ses réflexes à la maison. Et il faut les informer du pourquoi on a déménagé ici, pourquoi est-ce que c'est bien. Et vraiment, les bénéfices viendront que plus tard. Moi, même à 14 ans, on en reparlera peut-être, mais j'ai eu ce séjour linguistique en France. Et j'ai remis tout en question. Je me suis dit, peut-être que la France, c'est quand même mieux. Et c'est que maintenant, avec les yeux de jeune adulte, que j'arrive à voir que non, en fait, c'était la bonne décision. Et je veux pas du tout critiquer non plus les parents qui décident de mettre leur enfant dans le système français à Zurich. Oui, donc toi, tes parents n'ont pas eu le choix. Il n'y avait pas d'école française dans ta ville, ou bien? Non, mais en Suisse alémanique, c'est seulement le lycée français. Donc... Nous, on habitait près de Lucerne, ça aurait été 1 heure de trajet chaque matin, ou alors que ma mère déménage avec mon frère et moi à Zurich, donc ça, on voulait pas non plus se séparer de notre père. Donc, je veux pas critiquer les parents du tout, et c'est pas du tout des reproches que je fais aux gens qui décident de garder les enfants dans le système français. Moi, je parle que de mon point de vue en étant allée dans l'école primaire suisse, parce que ça donne aussi un aperçu de l'extérieur.
C'est pas que nous, il y avait cet extérieur suisse alémanique, la Suisse c'est un petit pays, il faut s'adapter parce que c'est la seule façon de leur dire merci en fait. Ils nous accueillent, ils sont gentils, bon ok, c'est compliqué l'administration et c'est difficile, mais ça reviendra. Je suis persuadée que ça reviendra. Donc il faut s'adapter et le fait d'être allé dans une école suisse, ça nous a appris aussi la manière différente de parler aux gens, tous les aspects culturels qui n'étaient pas seulement réduits à on va faire les courses au supermarché et c'est ça en fait notre relation à la ville suisse, mais comment les Suisses grandissaient, leur éducation, leur culture. Alors justement, tu peux nous en dire quelque chose, cette éducation, culture proprement suisse, enfin en tout cas ce qui est différent de ce que tu aurais vécu en France. Donc tu as parlé d'indépendance avant. Mais justement, c'est que l'enfant est beaucoup plus autonome et on le respecte aussi. Il n'y a pas vouvoiement entre professeurs et élèves, à part à l'université. On ne critique pas et les profs ne sont pas non plus mis sur des estrades en disant « Ah, c'est vous, les semi-dieux, voilà, qui vont jamais nous donner des 20 sur 20 parce que c'est réservé à vous. » Non, il n'y a pas ça. C'est très logique. Tu es bon, et bah, tu as un 6. C'est pas bon, bah, il y a ça et c'est point. Donc, c'est un peu noir et blanc en Suisse, vraiment. D'accord. Voilà. Et il y a beaucoup de parents qui mettent les enfants quand même dans les écoles suisses et qui espèrent garder un bon niveau de français. Donc tu as dit tout à l'heure que ça se cultive à la maison et au niveau de l'écrit, parce que donc si tu as fini en CE2, tu as dit l'école en France, donc normalement tu sais accorder adjectif, maintenant tu parles très bien français, il n'y a aucun souci, je ne pense pas qu'on voit la différence, mais est-ce que tu penses qu'une personne qui a plus de difficultés scolaires, qui est moins scolaire, elle peut s'exprimer en français et bien écrire le français même en grandissant à l'école suisse? Alors, c'est un gros sujet qui me tient beaucoup à cœur, parce que c'est quelque chose aussi de très français de limiter le savoir d'une langue ou d'une culture à la manière dont on parle ou à la manière dont on écrit. Donc très vite, j'ai fait une faute ou j'ai mal accordé un conditionnel, mais Hortense, tu devrais quand même savoir ça, mince. Et ça peut blesser, mais c'est une réaction normale des parents qui ont eu des éducations universitaires classiques où c'est que de la perfection. Mais eux, contrairement aux enfants, n'ont pas appris l'allemand, ne sont pas bilingues, trilingues ou polyglottes. Et il ne faut jamais oublier que c'est normal qu'on ne puisse pas parler 5 langues à la perfection. Il fallait rattraper en fait toutes ces années non passées en France. Donc j'ai que appris en quelque sorte la grammaire française. Ça devait être les 3 dernières années du lycée, où je me suis dit, ok, le passé simple, c'est comme ça. C'est des choses que je n'avais pas apprises en France en CE2. Mmh. Mais c'est sûr qu'il fallait rattraper, en fait, pas ce retard, mais ces années manquées. Je ne sais pas des années manquées, attention, mais on s'entend bien. Donc, c'est difficile aussi, à l'écrit, de faire des erreurs dans sa propre langue maternelle. Mais je crois qu'il faut prendre ça avec beaucoup de recul et de dire, non, mais là, si tu doutes sur un mot, c'est parce que tu l'as en une autre langue. Moi, maintenant, j'ai des mots parfois qui me viennent en anglais, parce que je parle beaucoup l'anglais au travail, ou j'ai des mots qui me viennent en espagnol ou en allemand, et c'est pas grave. Et je pense que c'est pour ça aussi j'ai eu beaucoup d'amis à l'université, parce qu'eux venaient de milieux différents. Ils avaient des parents où ils étaient nés en Italie, nés au Portugal, où ils avaient des parents, donc ils savaient, quand je doutais sur un mot, ou quand tu savais pas comment t'exprimer, ils savaient, oui, je sais ce que tu veux dire. D'accord. Il y a ce lien, on parlait avant d'accès à la culture, mais on se comprend aussi entre polyglottes en quelque sorte, parce qu'on sait que si on doute, c'est pas parce qu'on sait pas, c'est pas parce qu'on est moins intelligent ou qu'on est moins éduqué, c'est juste parce que voilà, notre cerveau est en train, jette le mot en notre langue. Mais donc oui, pour moi ça a été aussi difficile. Donc aussi aller au lycée, on devait tout le temps, par moi, et c'était aussi un peu l'attente, je vais pas dire l'attente de mes parents parce que ça venait aussi de moi d'être la meilleure en français, parce que c'était quand même plus simple. Donc c'était beaucoup de 6. Et quand il y avait 1 ou 2 élèves qui avaient un 5,8, c'était la pression. Donc on se met quand même une certaine pression de représenter la France entière et d'être aux attentes de nos parents. Même si c'est pas forcément exprimé, ce besoin des parents qu'on soit le ou la meilleure en français, c'est même un peu attendu des élèves dans la classe. Donc quand on est en cours d'histoire et on parle de la Révolution française et comment c'est arrivé en Suisse, on se tourne vers toi et tu dois... tu sais pas l'année Donc, oui, donc ça, on te pousse à apprendre sur ton identité, sur l'histoire de ton pays. C'est toujours les autres qui nous montrent, qui nous remettent dans nos confins identitaires. Hein. Mais en fait, c'est aussi comme
je faisais des fautes en allemand, comme j'avais cette identité française, je prenais presque ce rôle, cette responsabilité de dire je représente dans cette classe en ce moment la France. Même si on ne choisit pas automatiquement, mais ça peut être très déstabilisant quand en cours d'histoire, je sais pas, on va dire le nom d'un général, et puis même le prof va te regarder et dire tu sais qui c'est. Et si on ne sait pas, ça peut nous mettre dans une angoisse parce qu'on se dit mais c'est où en fait que j'ai pas eu de cours d'histoire en France, parce que j'apprends ça parce que je lis le journal ou parce que j'ai regardé Secret d'Histoire la veille. Il y a pas trop de oui, c'est ça exactement. Donc il faut rattraper ce sort de savoir qu'on n'a pas eu en France, et en même temps il faut être très Ouais, je te vois très bien même faire de la politique dans le bon sens du terme, d'aider entre les deux pays, les relations, ou simplement sur ce point de la langue aussi. Donc à nouveau, on se rejoint un petit peu. Je pense aussi qu'une des choses qui compte quand on est enfant, jeune, dans un pays où que ce soit, c'est la sociabilité, se faire des amis. Tu m'as parlé de ton séjour dans le lycée en France à Colmar, c'est ça? Et donc, tu es resté combien de temps? Et tu m'as dit que tu t'es fait des super amis. Alors, raconte-nous. En 3e année de ce collège-lycée, on doit faire ce qu'on appelle un séjour linguistique en français. Donc, c'est proposé par le cours de français. Donc, on doit passer minimum 2 semaines. Donc, ça peut être dans une famille française ou romande, à la ferme ou dans une entreprise privée. Donc, mais il faut que ce soit un endroit où on soit entouré de français pour améliorer son niveau. Et donc nous, j'aurais pu juste aller chez moi, à la maison, puis dire vas-y maman, parle-moi. Mais je voulais quand même le faire. Et mon frère aussi, on voulait quand même voir un petit peu, c'est comment, c'était l'équivalent de la seconde. Donc comme on est attaché à Colmar, puisqu'on y va très très souvent, un peu moins maintenant à cause du Covid, donc on s'est dit, mais il y a le lycée Bartholdi, donc pourquoi pas faire une seconde là-bas. Donc c'était je crois en octobre, en novembre, pourquoi pas rester... 2 mois. Non, 2 semaines. Ah, 2 semaines. C'était très très court, un séjour linguistique. Ils ont dit, donc je crois que nous, comme c'était pendant les vacances, on est peut-être resté 3 ou 4, on est resté plus longtemps. Sur le moment, tu te dis, pourquoi je suis pas dans ce lycée, j'adore. Alors, d'abord je connaissais personne, c'était des classes à 30 élèves, alors qu'en Suisse c'est des classes à 15 ou à 20. Mais donc j'entrais dans cette seconde, et c'était... Donc j'ai rencontré plein de gens, c'était beaucoup, tout de suite, Hortense... Donc j'avais pas de souci à cause de mon prénom, je m'appelais pas, je sais pas, un nom typiquement suisse, voilà. Donc j'avais de la chance, on savait. Donc et c'était aussi difficile d'expliquer mon cas, de dire mais en fait je suis pas vraiment si étrangère que ça, parce que je suis quand même française. Mais c'est vrai que je suis pas allée dans le système scolaire français. Donc j'arrive en seconde, et d'abord je suis un peu émerveillée parce que les cours d'histoire sont juste... Il y a quelque chose de très classique que je retrouve dans l'amphithéâtre à l'université, quelque chose de très... Le professeur qui parle et on écoute, on prend des notes, c'est quelque chose que j'ai repris et que j'adore maintenant à l'université. Si t'as un bon prof, c'est vraiment des mentors, quoi. Voilà, et donc j'ai eu du latin, j'ai commencé le latin qu'une année plus tard, donc j'avais décidé de prendre quelques cours de latin pour voir si ça me plaisait ou pas. J'avais des cours d'art, j'ai toujours aimé dessiner, donc j'avais tout ça, puis alors... les gens, il y avait tout de suite ce truc, et on avait même de la musique ensemble. Alors, au niveau culturel, en tout cas, t'étais servie. Alors, j'étais vraiment... Enfin, c'était le cocon qui était maintenant à l'extérieur, et je me sentais tellement bien. Et en fait, il y a plusieurs points qui étaient importants pour moi, c'est que j'ai compris que même avec ce retard, entre guillemets, à ce moment-là, c'était peut-être de 5-7 ans, je comprenais, je pouvais suivre, je pourrais déménager le lendemain, et puis c'est bon, en fait. J'ai pas perdu ces 5 années. J'arrive à suivre, j'arrive à comprendre, j'arrive à participer. Et pour moi, dans ma tête, c'était mais pourquoi Enfin, c'est beaucoup plus facile. Dans ce lycée-là, je dois pas traduire, tout le monde me comprend. Je suis pas forcément humiliée parce que quand je fais une faute ou on se moque pas de moi. Et tout de suite, avec les amis, j'ai fait des amis très très proches jusqu'à aujourd'hui, 7 ans plus tard, ou même 8 ans plus tard. On s'écrit encore parce qu'il y a tout de suite eu... C'est impressionnant, c'est ce que tu m'as dit. Vraiment... Et puis tu m'as dit la facilité d'accès, les gens ils sont... Et tout de suite, ça clique tout de suite. Les Suisses en général, même adultes, ont quelque chose de plus... Suisses alémaniques ont quelque chose de plus... Pas du Nord, ni de quelque chose de un caractère germanique, mais sont un peu plus réservés. Sont moins faciles d'accès parce qu'on fait un peu moins confiance à la personne. Et en France, je veux dire même, parfois quand vraiment ça me manque, juste d'aller dans une boulangerie, et un peu bonjour, comment ça va, et juste ce ton de voix, cette manière de
de demander ce qu'on veut. Il y a tout ça, toutes ces petites choses qui font qu'on se sent bien. Et ici, il y a des moments où c'est un peu froid. Mais donc, dans ce lycée, je ne veux pas te faire dire quelque chose, mais moi, j'ai peut-être aussi une petite analyse, je me permets. Donc, tu me diras si tu penses que c'est vrai aussi. C'est qu'en Suisse, il y a un petit peu cette mentalité de bourgeoisie qu'on retrouvait en France aussi, qu'on ne communique pas sur ses états d'âme. Si on a un pépin, on ne va pas aller le raconter à tout le monde pour chercher du soutien. Alors qu'en France, on cherche cette communauté, cette collectivité. Les gens, ils vont dire, mais c'est dégoûtant ce qui t'arrive. Et ou bien, au contraire, dire, mais oui, c'est génial. Mais oui, il y a quelque chose aussi de même du small talk très, très basique, qui est beaucoup plus accessible. On peut en parler avec sa boulangère, avec son boucher. On s'en fiche. Tandis qu'ici, c'est quand même pas chacun pour soi, mais il faut... mais ta parole est marquée dans le marbre. On va t'identifier à ça. Mais il y a aussi une pression sociale d'être vraiment très bon dans ce que tu fais. Donc les gens s'occupent d'abord d'eux-mêmes. Et en même temps, ils sont beaucoup moins envieux aussi. Oui, en France, si je dis « Ah, mais maintenant, ma fille fait telle et telle étude. » Ah, ok. Ça peut être aussi parfois... Ça, il n'y a pas en Suisse. On n'est pas du coup, quand tu vas en France, justement, on te dit « Ah, toi, la Suisse, les montres, la finance. » Mais c'est pas grave. C'est terrible, ça. Mais alors que t'es étudiante. Oui, mais souvent, j'ai presque pas de revenus. Et puis, ah, mais tu veux pas, non? Non, je peux pas. Mais donc, dans ce lycée, donc, j'y suis restée 2 semaines et j'ai eu un prof d'histoire. C'était toute une crise. D'abord, j'étais dans mon adolescence, j'avais 14-15 ans. Et il y a eu vraiment cette question d'identité, de dire, mais pourquoi est-ce que je déménage juste pas là, quoi? Parce que je me sens tellement mieux. Et j'avais même un prof qui a dit, mais faites la démarche, vraiment, je vous vois dans cette classe, vous êtes tellement bien adaptés, venez. Et j'ai eu même ma prof de français, donc la française que j'ai eu les 3 premières années, qui m'a vue, parce qu'en fait, ce séjour linguistique, il fallait faire un rendu après, et j'avais fait un classeur avec des photos, et chacun m'avait écrit un mot. Et j'ai des photos avec ces 30 élèves et je les connais tous jusqu'à aujourd'hui. Enfin, c'est incroyable. Il y a quelque chose de... Mais j'ai eu de la chance, j'ai eu une bonne expérience. J'aurais pu aussi tomber sur une classe pas du tout. Donc, et c'est aussi ma manière de généraliser. Alors que voilà, tout est à partir de mes expériences, donc je peux pas non plus. Mais donc avec cette prof-là qui m'a reçue en Suisse avec mon classeur rempli de mots, de toute la classe, elle m'a vue aussi triste. Tu vois. Et ma mère aussi. C'était difficile parce qu'on s'est dit, mais mince, est-ce que... Ma mère s'est posé la question, est-ce que j'ai fait le mauvais choix de l'avoir mise dans Très dur en tant que parent. Oui, je sais. Et merci d'avoir eu autant de patience. C'est vraiment pas facile. Est-ce que tu as pensé à faire des colonies de vacances ou des séjours Non, et puis il y avait aussi une peur, ce ne sera pas exactement la même chose, ce ne sera pas avec les mêmes gens. Puis, alors c'était une déchirure au début, mais après on se revoyait chaque mois, parce que je revenais à Colmar et puis je les voyais, on buvait des cafés. Jusqu'à aujourd'hui, quand je vais à Colmar, on se voit et Et eux, quand ils viennent en Suisse, voilà, ils sont aussi venus en Suisse me rendre visite pour les anniversaires. Donc c'est des amitiés qui étaient très fortes. Et donc voilà, avec cette prof-là, elle me disait, mais essaye ce lycée français. Et je me suis fait une réflexion, je me suis dit, mais le moment où tu es française et tu restes dans le milieu français, il n'y aura pas d'excuses, en fait. Tu n'auras pas d'excuses de dire « Ah, mais je suis française, donc soyez plus indulgents pour la correction en allemand. » Ou dans l'autre sens. Je serai juste normale. Je serai comme tous les autres. Je n'aurai pas ce qui me rend un peu différente aujourd'hui. Et toi, tu as su cultiver ta particularité. Oui. Mais même en latin, dans toutes mes années de lycée, on savait, je veux dire, il y a des blagues qui ont été écrites à cause de moi parce que j'avais mal prononcé ou des expressions en suisse que je n'avais pas comprises. Et j'aimais bien parfois porter le chapeau de française en Suisse et parfois l'enlever ou de jouer avec ça. Si j'étais retournée en France, je serais juste considérée comme une élève lambda. Et j'aurais pas d'excuses. Et c'est aussi maintenant, quand j'aimerais aussi faire peut-être 1 ou 2 années en France, il faudra que je me confronte au fait que on attend de moi le même niveau littéraire et de grammaire et voilà que quelqu'un qui soit né en France et qui soit resté. Et la grande difficulté, elle sera autour de la méthodologie. Voilà. Comment faire un commentaire composé, une dissertation, une intro problématique. En philosophie, voilà, en philo, voilà, tu le fais aussi, mais c'est différent. Oui. Donc, il faut aussi être prêt, si je fais le pas de retourner entre guillemets en France, de dire mais t'auras plus aucune excuse, t'as pas le droit d'erreur en fait. Si tu fais une erreur en français, si tu conjugues mal ou si t'accordes mal, et ben mince, on va se catégoriser. Ah, c'est bon, en fait, elle sait pas trop de choses. Alors qu'ici, je peux parler mes 5 langues, parfois je fais des fautes, mais c'est pas grave parce que de toute façon, on sait que il y a tellement plus que le français. Ouais, en tout cas, tu as un parcours incroyable aussi par cet apprentissage des langues et par toutes les questions que tu t'es posées depuis très jeune.
Donc, encore une fois, bravo. Et pour continuer sur le sujet des amis, du coup, tes amis suisses, tu as dit que tu es en contact avec des polyglottes, d'autres expatriés. Mais tu choisis comment? Tu t'entoures de qui? Alors au lycée, ça a été... Donc j'ai fait beaucoup d'amis au lycée. J'ai même une amie qui est très très proche aujourd'hui parce qu'elle a eu un rapport à la France. Elle a vécu un an à Paris et on parle tout le temps français aussi. Donc il y avait tout le temps ce lien. Mes amis purs, j'aime pas ce mot parce que purs Suisses, les Suisses sont toujours, ils viennent tout le temps d'autres pays, autrefois ou un arrière-grand-père. Mais des amis vraiment suisses, j'en ai eu pas beaucoup parce qu'il y avait peut-être ce manque pas d'ouverture d'esprit, mais il y avait sur certains mots, il n'y avait pas tout le temps ce feeling. Et donc ça a changé quand je suis arrivée à Zurich à l'université parce que là, de toute façon, tout le monde vient d'univers et de pays différents. Et donc, j'ai des très, très bons amis jusqu'à aujourd'hui. Et je m'entends aussi presque mieux avec les gens dès qu'ils sont un parent étranger ou dès qu'ils sont nés dans notre pays parce que je sais ce que tu as passé comme épreuve, j'ai les mêmes. On va tout de suite avoir ce feeling-là. Est-ce qu'ils débattent aussi de ces identités et des choses des langues comme toi? Donc... Oui. Et puis, on sait aussi que si on est dans un restaurant ou si on est à la cafette et qu'elle n'arrive pas à prononcer ou elle n'arrive pas à s'exprimer, je vais tout de suite l'aider ou ça va être l'inverse. Il y avait tout le temps ce lien on a un petit peu vécu la même chose. Même si c'était différent, on sait ce que c'est d'être un peu la Suisse dans le pays natal ou le pays de ses parents. On sait ce que c'est de ne pas vraiment se sentir tout le temps la Suisse. Enfin, il y a plein de choses. C'est drôle cette idée d'entraide aussi que tu dis. C'est aussi mon idée. Quand j'ai des Français autour de moi et je vois qu'ils se débrouillent pas et moi j'ai un peu plus appris l'allemand déjà, je vais tout de suite, j'interviens dans la conversation dans la rue, etc. Et donc vraiment cette entraide. Mais ça aussi, je veux dire, on est tellement nombreux aussi. Dans des magasins et quand on parle français, il y a tout de suite ce côté peut-être qu'ils vont pas comprendre. Donc Hortense, est-ce que toi tu te verrais quand même construire ta vie professionnelle, ta vie privée en Suisse? Donc tu es sur la voie, on va en parler, de devenir professeur aussi certainement. Est-ce que c'est une profession valorisée en Suisse? Comment ça fonctionne? Ta maman était professeure en France. Bon, elle a aussi passé un chemin du combattant pour le faire valoir ici. Alors vas-y, parle-nous du professorat, de toi, tes projections. Je crois que une des grandes qualités, d'abord juste par rapport au travail d'être professeur, on ne peut pas être fonctionnaire. Ça n'existe pas en Suisse. Donc par rapport à ma maman qui est normalienne et qui avait un job garanti à vie, en France, travaille déjà en plus. Voilà. Ça, il n'y a pas en Suisse. Donc, il faut tout le temps être un petit peu, avoir la peur de dire il faudra tout le temps que je trouve du travail. Alors, professeur, c'est valorisé ici, vraiment. On sait que c'est un job très difficile, ça marche par piston, c'est des places qui sont... surtout alors, on passe des entretiens d'embauche avec les directeurs. Est-ce que c'est possible d'être au chômage quand on est professeur? Ah oui, complètement. Alors que, oui, impensable en France. Mais voilà, si on veut être professeur d'université à l'université de Zurich, il y a énormément de professeurs qui viennent d'Allemagne aussi, beaucoup. Donc la Suisse, comme c'est un petit pays, on attend aussi que dans son cursus professionnel, on fasse quelques années, soit d'études, soit de travail à l'étranger. C'est toujours un peu mieux vu parce qu'on dit, en fait, c'est pas qu'un petit Suisse qui reste en Suisse, il est quand même aussi un peu international. Donc c'est toujours bien vu dans son CV d'avoir fait 1 an de master quelque part d'autre ou quelques années de job. Donc pour revenir à ta question sur si je veux construire quelque chose ici, je crois que peut-être qu'à un moment j'aurais besoin de partir pour revenir parce que je pense que c'est un pays merveilleux pour entre guillemets vieillir aussi. C'est un pays qui a des ressources, juste un accès à la nature très très présent, mais en même temps je trouve que j'aimerais avoir des enfants un jour et je pense pas forcément vouloir habiter en ville. Je trouve que c'est quelque chose de... Même si c'est des petites villes, le fait d'habiter à la campagne, il y a quelque chose de très... Ça repose. Et en même temps, je l'ai vu, moi, à la campagne, j'ai vu les villages. C'est bon, il fallait que je déménage à Zurich pour voir un petit peu le monde bouger, alors que ça reste très petit. Mais c'est quand même la capitale financière de la Suisse. Mais donc, oui. Et en tant que femme, si tu te projettes avec des enfants, oui. Le monde du travail, on en parle souvent pour les femmes, mères, etc. L'accès est parfois un petit peu compliqué. Oui. Tu penses que c'est une projection valable? Tu penses quoi de ce statut-là? Mais je suis d'abord convaincue que l'éducation en Suisse est de très très haut niveau, même la plus accessible. Donc il ne faut pas faire du privé, il ne faut pas entrer dans des écoles extrêmement haut placées pour avoir une bonne éducation. Donc j'aimerais aussi donner cette chance à mes enfants de pouvoir un jour avoir accès à cette éducation-là. Parce que je sais que les universités sont de très bon niveau, je sais que le lycée est de très haut niveau, et le niveau d'anglais, d'allemand et tout ça, tous ces langues que j'ai pu acquérir. Tu leur feras écouter le podcast? Oui, bien sûr. Mais sont grâce à ce système-là. Donc je suis convaincue que c'est un système qui marche.
Donc je sais que, surtout si je veux un jour peut-être être professeur ou travailler dans le monde de l'art éventuellement, ça sera difficile. Il faudra prendre des choix. Et la Suisse est un pays où être longtemps au chômage, c'est vraiment difficile. Il y a tellement de coûts. Bien sûr que c'est normal et ça va de soi que c'est un pays, bon, on gagne plus, mais le coût de la vie est très élevé. Et il est aussi attendu des personnes à un certain âge, voilà, il faut avoir telle et telle caisse maladie, assurance, il faut penser à tout, mais ça, il y a dans chaque pays. Moi, je suis encore jeune adulte, c'est pour ça que je ne me préoccupe pas encore énormément de ça, mais je sais que c'est quelque chose, pas une épée de Damoclès, mais ça pèse quand même constamment sur un couple ou sur une femme qui travaille, de dire, il faut que j'assume tout ça. Donc, bien sûr que ça me préoccupe lentement, et le fait que ça ne soit pas du tout garanti à vie, le fait que j'ai un poste très bien, mais c'est pas du tout garanti. Donc je sais que tout le monde se bat, surtout à Zurich, le monde du travail est très très dur. Ça c'est peut-être un conseil pour les parents, le fait d'entrer dans le système suisse, d'avoir fait des études en Suisse, ça garantit, ça montre aussi qu'on s'est bien enraciné. Donc venir d'une université suisse et postuler pour un job, c'est bien vu, il y a un lien. Le fait de s'enraciner ici, ça promet déjà un petit peu plus de job. Et si on parle le suisse-allemand, l'allemand, super. Ce que j'aimerais vraiment savoir, c'est ta maman, quand elle est arrivée, donc elle travaillait déjà, et d'expliquer que quand on est professeur en France, ici déjà ça ne fonctionne pas pareil, on doit repasser la plupart des diplômes. Est-ce qu'elle a eu quand même des équivalences? Est-ce que tu es au courant? Alors, déjà, je trouve que pour chaque conjoint qui rejoint, qui va avec la personne en Suisse, c'est tout le temps difficile parce que on se remet en question. On ne sait pas si on va tout de suite trouver du travail. Donc, maman elle avait fait des écoles agrégée en gestion. Donc, elle avait donné des cours d'économie, mais aussi de français au BTS, par exemple, à des étudiants en BTS. Et donc, elle se retrouvait ici. Donc, ses diplômes auraient été reconnus, mais il aurait fallu l'enseigner en allemand. Et je veux dire, quand on a fait 5, 6 ans, 7 ans d'études en français, qu'on est spécialiste dans son domaine, mais en français, et qu'on doit l'enseigner en allemand, c'est quand même pas du tout la même chose. Donc, comme elle avait aussi donné des cours de français, qu'elle était professeure de français, elle s'est reformée. Donc, elle a fait la PA7 ou PAL, je ne sais plus, c'était la Pädagogische Hochschule. Donc, elle a refait 3 ans ou 2 ans pour être prof de français. Et donc, après, c'était prof de français au lycée à des élèves plutôt jeunes, alors qu'elle était habituée à des élèves qui ont 17, 18, 20 ans. C'est pas non plus la même chose. Il faut aussi se battre pour, le terme normalienne, ça nous parle tous au français. Mais en Suisse, l'université, sympa. Ouais. Non, les classes prépa. Voilà, ça dit rien, alors que je sais que mes parents, les deux, ont fait les classes préparatoires. Et c'est aussi reconnu. Et en Suisse, il faut dire qu'on est valorisé si on a fait des études et qu'on ait fait un apprentissage ou des études, on a la même valeur. Et ça, c'est quelque chose de très, très beau. Mais c'est vrai qu'on n'est pas forcément tout le temps reconnu pour le fait d'avoir battu depuis qu'on a 12 ans et de ne pas trop être sorti en soirée et de se dire on fait plein de sacrifices. Donc, je sais que ma mère en a fait énormément et le fait de recommencer. Et ça a été difficile pour elle de se dire mais mince, en fait, là, si j'étais en France, je pourrais être professeure d'université ou je pourrais être directrice. Parce que ça monte, en France on commence et puis après comme on est fonctionnaire on peut monter en grade très facilement. Et ici il fallait tout le temps qu'elle se justifie, qu'elle se prouve alors que... Et avec le passeport ça a déjà changé. Et puis elle a pu aussi faire des formations en plus et maintenant elle est épanouie dans un lycée dans le canton de Lucerne. Et puis elle a rencontré des bonnes... Mais là, il faut rencontrer les bonnes personnes. Si on est dans un lycée avec une direction qui ne reconnaît pas forcément tout, il faut vraiment trouver les bonnes personnes. Et il y a des gens en Suisse qui reconnaissent, vraiment. Mais il faut juste être patient parfois. Ouais. Depuis le début, tu nous parles d'empêchement, de challenge et de richesse. Et c'est drôle comme ces 3 notions se modulent. Donc vraiment, à chaque fois, on se dépasse, la personne crée des nouvelles énergies, de nouvelles forces. Et puis aussi, à chaque fois quand on retourne en France et quand on est à Colmar ou on va en vacances tout le temps en France, il y a cette idée de... Et si on retournait aussi Et c'est très difficile et en même temps, il y a quelque chose de raisonnable. En Suisse, il y a quelque chose, c'est un choix raisonnable parce qu'on sait que il y a une haute sécurité, il y a une manière d'être, on sait pourquoi. Et on est à Zurich toutes les deux, il y a bien des raisons pour lesquelles on est restés. Suivi de conjoints.
Alors maintenant, j'aimerais bien qu'on revienne sur toute la partie études supérieures, donc parce que maintenant tu es à l'université. Et j'aimerais bien que tu nous expliques un peu ton parcours universitaire. Tu m'as parlé au téléphone du programme Bologna, je pense que c'est très important. Tu m'as aussi expliqué des choses, des petits conseils, notamment qu'on ne peut pas s'inscrire plus que 2 fois au même diplôme. Alors vas-y, je te laisse tout nous expliquer. Donc peut-être que je redémarre juste par rapport à mes choix d'études en philosophie et en histoire de l'art. Oui, dans le sûr. canton de Lucerne, ou de Nidwald, là où j'étais, à partir de la 5e année du lycée, donc les dernières 2 années, la philosophie est obligatoire. Et ce qui n'est pas le cas à Zurich, c'est une spécificité de Lucerne. Ce qui est dommage parce que je pense que si on n'a jamais fait de la philosophie au niveau lycée, on ne va jamais prendre le choix de l'étudier. Enfin, moins. Moi, j'ai eu un bon prof. Donc, aussi dans le lycée où j'étais, on devait écrire un travail de maturité. Donc, c'est une sorte de mini-mémoire je crois que c'était 30 pages. Et on doit avoir une soutenance. On doit aussi avoir une soutenance devant un public pendant un quart d'heure pour nous entraîner à plus tard. Tu te souviens de ton sujet ? Oui. Alors, j'avais écrit sur Banksy et Kant. D'accord. Donc, c'était art et philosophie. Voilà, art et philosophie. J'avais comparé le street art au texte des Lumières de Kant. Et j'avais plus ou moins voulu prouver que, comme Banksy nous pousse à réfléchir, Kant fait la même chose. Et voilà. Donc, j'ai adoré ça. Donc là, j'ai su, il faudrait que j'approfondisse. Donc, le choix université de Lucerne, université de Zurich ou Genève, bien sûr que je voulais aussi un peu quitter le nid familial. J'avais 18 ans, je voulais voir la grande ville de Suisse. Je voulais quitter le lycée, je voulais un petit peu voir la plus grande ville de Suisse, qui est Zurich, et je me suis dit, j'idéalisais peut-être un petit peu cette université, mais j'en suis très satisfaite parce que je voulais quitter les petits cantons et je voulais voir plus grand. Donc, j'ai d'abord choisi philosophie et économie. Mais voilà, il faut savoir que par université, ça change. Donc, à l'université de Zurich, la première année d'économie, c'est avec les informaticiens, ceux qui font des études de maths, c'est une année commune. Donc, c'était pour moi qui venais de 3 ans de latin, pas du tout ni forcément préparé, ni donc là, les classes préparatoires auraient peut-être aidé. Et c'était beaucoup trop matheux et quantitatif. Donc, c'était pas du tout à quoi j'imaginais. Donc, dans chaque matière, dans chaque filière d'études à l'université, il y a ce qu'on appelle des Pflichtfächer, donc des matières obligatoires. Et ces matières obligatoires, si on les rate 2 fois, on est bloqué. C'est ça, d'accord. Donc, on est interdit d'étudier cette matière dans toutes les universités suisses, à vie. Fail. Voilà, mais attention, ils sont quand même un petit peu... Enfin, on peut étudier dans les hautes écoles, il n'y a pas de souci, et on peut tout le temps faire des études un petit peu à côté, qui rejoignent un petit peu. Mais donc, la faculté nous bloque, en quelque sorte. Sympa. Bon, c'est justement pour éviter... Ça rejoint ce dont on a parlé avant à cause de filtrer en quelque sorte. C'est pour pas que les gens papillonnent et fassent des années fassent des études pendant des années, ni qui disent tu sais quoi, j'essaie 6 fois et puis ça arrivera bien un jour, ça fonctionnera bien un jour. Donc ils disent non, t'as que 2 chances et puis sinon c'est pas grave, c'est pas fait pour toi, tout simple. Donc ça peut être très compliqué aussi pour des parents qui ont fait des études classiques, le fait de dire le fait qu'on nous bloque comme ça. Et le fait que je pense aussi que ça peut être compliqué pour des gens qui veulent se reconvertir et qui ont peut-être déjà des enfants et qui vont louper une matière une fois et puis la deuxième fois ça va pas passer et qui ne connaissent pas la chose. Donc c'est pour ça que c'est important pour moi de le mentionner. Il faut si on s'inscrit un diplôme, vraiment il faut s'impliquer. Il faut savoir quelles sont les matières obligatoires et tout faire pour les passer. Voilà. Et donc j'ai fait la philosophie et l'histoire de l'art. Donc je me suis inscrite en bachelor. Et donc le système Bologna, c'est un système de CTS, qui est normalement dans la plupart des études des universités européennes, pour que ça soit reconnu. Donc c'est un système qui s'appelle le système Bologna, et jusqu'en printemps 2019, on avait le droit à l'université de Zurich de faire ce qu'on appelle un double cursus. Donc c'est pas majeur, mineur, mais 2 majeurs, donc 2 travails de bachelor. Et moi je voulais faire ça parce que j'arrive pas trop à choisir, je sais pas tout le temps. Et donc toutes mes études étaient en allemand, mais pour rejoindre la langue comme force. Il y avait certains cours, par exemple en philosophie, on avait fait le discours de l'inégalité de Rousseau.
où c'était un livre traduction allemand-français, et j'ai pu voilà, oui. Et j'ai pu pendant le cours aussi accompagner le professeur pour lui dire mais en fait cette traduction c'est pas vraiment les nuances toutes les nuances étaient accessibles. Aussi en histoire de l'art on faisait référence à des artistes français et je pouvais il y avait tout le temps ce lien, et je pense que c'est quelque chose que je n'ai jamais coupé ni vouloir quitter. C'est quelque chose de très très présent. Et donc ma langue de cœur c'est quand même le français. Même l'aspect littéraire, on doit écrire beaucoup de travail de séminaire. Ce qu'on appelle des travails de séminaire, c'est des petits mémoires ou des longs essais de 10-20 pages. Tu as le droit de l'écrire en français ? Alors ça, c'était en allemand. D'accord. Mais la thèse ou le mémoire, on a le droit de l'écrire dans les 3 langues fédérales et l'anglais. Donc le français, l'allemand, l'italien et l'anglais. Il faut juste avoir un mentor qui comprenne la langue. Voilà. Et donc j'ai pu écrire mes 2 travaux de bachelor en français. Donc, j'ai écrit en philosophie, j'avais fait une comparaison de Spinoza et de Marc Aurèle sur la joie. Et j'ai eu un prof qui avait fait des études de la philosophie française. Donc, il était, voilà. Et en histoire de l'art, j'avais écrit sur Robert Motherwell, qui est un expressionniste américain, et Henri Matisse. Donc, il y a tout le temps ce lien. Et parce que, peut-être que c'est quelque chose qui me réconforte, le fait d'avoir... Mais je me sens tout le temps à l'aise. C'est là où tu excelles. Oui, donc, voilà. Donc, c'est aussi... un peu plus facile. Ses forces. Et puis j'ai pu aussi travailler avec ma mère elle m'a relu, donc ça c'était aussi pour elle qui est très littéraire un plaisir, parce que voilà on se retrouve là-dessus. Et tu as soutenu tes thèses déjà ? Donc il faut pas il n'y a pas de soutenance en mémoire de master, non ? Alors ça c'était bachelor, master c'est un peu différent. Maintenant, avec le système Bologna qui a changé aussi, les travails de séminaire, maintenant, ils ont choisi de faire une soutenance. Mais voilà, ça change par université, par canton. Il faut être très... c'est très spécifique. Actuellement, tu as des cours ? Ils tiennent les cours malgré le Covid ? Comment ça se passe ? Oui, c'est pas facile. C'est très, très solitaire. On est vraiment seul chez soi, devant son petit écran. Donc, on est 20-25 personnes. Et puis, mais c'était bien, j'ai appris beaucoup de choses. Et je crois qu'un des plus beaux métiers des nouveaux pour être professeur est le fait d'apprendre. Tout le temps avoir la soif d'apprendre. Assez sous-estimé encore, malheureusement, mais c'est vraiment très important. Est-ce que tu penses que, de manière générale, en dehors du Covid, être jeune en Suisse, c'est être plus solitaire que ce que tu aurais été ailleurs ? Alors, je dirais que ça dépend de l'endroit. Ensuite, je suis sûre qu'à Lugano ou dans des endroits où il y a peut-être plus de soleil, c'est vrai que Zurich, comme ville, ça rejoint le caractère, même si c'est une ville internationale, il y a quand même ce non-dit de pression qui est présent. On doit exceller au travail, on doit être bon, on doit faire tel et tel salaire, même si on n'en parle pas. Et donc, c'est quelque chose qui est assez stressant, je trouve. La vie en Suisse, jeune, il y a une certaine pression. Et on ne peut pas juste... Même si les gens font, après la maturité, très souvent une année sabbatique, il y a quelque chose, il y a des codes non-dits. On sait que tu prendras le temps de finir tes études et tu peux profiter de la vie. Mais dès que tu entres dans le monde du travail, il y a des attentes. Donc, c'est important de voyager pour revenir. Je trouve que justement, la Suisse est un très beau pays pour construire une famille et puis rester ici. Mais le stade dans lequel je suis, moi, je pense qu'il faut aussi parfois sortir pour revenir. Même si c'est un beau pays, en été, ça peut être un peu déprimant. Les décembre, Zurich, quoi. Voilà, ça peut être un peu triste. À travers l'université, j'imagine que tu as eu accès aussi à des auteurs ou des choses, même des artistes qu'on ne connaîtrait pas en France, puisque toute la culture alémanique, de l'Est, même au niveau architectural, etc., on n'a pas forcément les mêmes références. En fait, ça, j'ai découvert ça en arrivant ici, que mon système de référence, personne ne connaissait forcément, à part Haussmann et des choses très connues. Oui, et que moi, j'ai découvert des nouvelles personnalités hyper connues ici. Donc, je sais pas, toi, ça t'a aussi... c'est vrai que je m'attendais, par exemple, en philosophie ou même en histoire de l'art, à avoir plus un rapport avec les pays latins, alors que la philosophie enseignée à l'Université de Zurich est très... germanique et anglo-saxonne. Donc on a beaucoup de philosophes anglais, énormément, pas beaucoup de français et beaucoup d'allemands. En architecture, en histoire de l'art, j'avais une prof allemande, donc elle faisait aussi entre autres, beaucoup de références à l'Allemagne. Donc c'est vrai qu'on n'apprend pas les mêmes choses qu'en France, même si c'est les mêmes matières. Donc je pense que c'est aussi important. J'aimerais bien faire une année de master ou faire une petite formation, pourquoi pas l'ENS, non. Mais voilà. Et d'habitude, je pose cette question à la fin, mais j'ai encore 2-3 questions pour toi. Mais du coup, comme on parle de tes sujets d'études,
Est-ce qu'il y a une citation, un auteur en particulier ou une philosophie que tu veux partager aujourd'hui avec nous? Alors, j'en ai deux, parce que j'en ai une qui est un peu trop philosophique et l'autre qui est un peu plus romantique. Mais on aime beaucoup. Alors, la première, c'est logique. Il faut tout le temps, pas jamais l'oublier. C'est une citation de Kant. Ça s'appelle le sapere aude. Donc, c'est « et le courage de te servir de ton propre entendement ». Donc, « et le courage de te servir de ta raison ». C'est quelque chose qui revient très souvent. C'est une citation que je connais depuis longtemps, mais qui revient parfois, qui me dit de juste questionner les choses. Je pense que c'est l'essence même de la philosophie, c'est de savoir poser les bonnes questions. Mais c'est aussi de savoir, voilà, sers-toi de ta raison pour affronter ce monde-là et pose les questions. Puis ça, il l'avait fait je crois que c'était 1784, je sais pas, c'était pour les siècles des Lumières. Il avait fait justement cet essai. Bon, c'était un peu critique, il disait si votre médecin vous dit de prendre ces médicaments, ne le croyez pas. Mais c'est pas forcément dans ce sens que j'interprète, mais plutôt toute une question de perspective. Il faut repenser les choses. Si on me dit quelque chose, si j'apprends, il faut questionner. Filtrer, questionner. Exactement. Et en fait, c'est aussi, de mes souvenirs, il y avait quand même un rapport à la liberté. Voilà. Bien sûr. Ouais. Liberté de la raison, le fait que personne ne puisse nous prescrire ce qu'il y a à faire. Dans un monde où il y avait encore tellement de complots, de religions présentes oui, c'était un monde de doctrine encore. Et puis ça s'appelle quand même... Donc en allemand, ça s'appelle pas... Alors lumière, c'est un très beau mot parce que c'est... Voilà. Tandis qu'en allemand, c'est Aufklärung. Donc ça vient du mot erklären, donc éclaircir au sens expliquer. Expliquer, voilà, c'est ça. Mais la traduction des Lumières, c'est voilà. Donc c'est le siècle des Lumières. Ah super, mais je regrette pas t'avoir demandé. Et la deuxième, attends. Ah oui, la deuxième. Donc ma deuxième citation, c'est une citation de Paul Cézanne. Enfin, il avait dit ça lors d'une conversation avec Émile Bernard, qui est un peintre post-impressionniste. Il a dit, par rapport aux anciens peintres, il disait, il faut se faire une optique, il faut voir la nature comme si personne ne l'avait vue avant vous. Et quand on regarde ces peintures du Mont Sainte-Victoire, il en a fait peut-être vingtaines, je ne sais pas, mais c'était jamais une répétition pour lui, parce qu'il arrivait à la voir à chaque fois comme la première fois. Et c'était pour moi aussi me dire, mais tu peux pas te fatiguer de la beauté ou des belles choses, en fait. Il faut tout le temps le voir comme si c'était la première fois. Tu as un esprit de contemplation sur le monde. C'est beau. Très joli. Tu rêves en quelle langue? En français. Alors, je pense ma voix intérieure est aussi en français quand je parle avec moi-même, j'ai pas eu d'accident de la route, mais quand il neigeait la semaine dernière, tout ça, aussi quand je parle à des enfants, l'aspect naturel est tout le temps en français. Maintenant, je sais que j'ai eu des rêves parfois, comme je lis les médias aussi anglais ou américains, j'ai parfois des rêves en anglais, ou en allemand moins, parce que ça reste l'extérieur en fait. J'ai moins... Alors, par exemple, parfois avec mon frère, on a certaines blagues en suisse allemand ou certaines choses qu'on met avec mon frère, normalement c'est plus... Mais le naturel, c'est plutôt en français. Mais la dernière fois, je me suis fait la réflexion qu'avant de pouvoir parler la langue, je crois qu'on sait la parler à l'intérieur. Donc c'est très bizarre. Hein. Bah non, je crois aussi qu'il y a un philosophe qui dit ça, que d'abord on doit connaître une langue pour créer de la pensée. Oui, et même pour les jeunes parents qui ne savent pas encore parler l'allemand, ça prend du temps à pouvoir... Il y a tout le temps un stade où on comprend, mais on ne sait pas encore le formuler, mais cette voix intérieure qui arrive à déchiffrer tout ce que les gens disent. Donc ça prend un certain temps, mais ça vient. Il faut avoir espoir. Et il ne faut non plus pas avoir honte de son petit accent français, mais je pense que c'est un très beau geste, et c'est ce que les Suisses attendent en général, c'est de s'adapter, de dire « j'essaye vraiment ». Et vraiment, je promets que vous allez tout le temps être reconnus et on va tout le temps vous faire des compliments. Quand vous essayez de parler l'allemand ou suisse allemand, on va dire « ah, mais vous parlez très très bien ». Parce que les gens se réjouissent de l'effort fait. Parce qu'on a peut-être cette étiquette sur les Français qu'on ne s'adapte pas. Puis de toute façon, on ne va pas apprendre l'anglais, pardon. Quand on est à Paris, pourquoi est-ce que je devrais apprendre l'anglais pour les autres? Non, vous vous adaptez à moi. Donc il y a cette idée, stéréotype sur la plupart sur les Français. Et donc c'est aussi notre rôle de casser ça. Mais voilà, les Suisses vont tout le temps être très respectueux si ils voient qu'on fait un effort, vraiment. Moi, je continue dans les conseils. Est-ce que tu as d'autres conseils à donner à des parents qui arrivent avec des jeunes enfants, donc des enfants qui sont dans la situation dans laquelle tu étais? Alors, bien sûr que c'est difficile de ne pas projeter ce qu'on a vécu sur son enfant et ce qu'on n'a pas réussi et qu'on pousse sur les enfants. Et c'est naturel aussi de vouloir
l'excellence pour eux, mais je crois qu'il est important pour les parents de d'abord s'informer de tout ce qui existe comme formation, de rencontrer peut-être des gens qui ont fait d'autres formations, qui ont fait ce système plus long de maturité professionnelle ou qui ont fait des apprentissages, et de se dire, ah mais en fait, ça va, il est entre bonnes mains, il y a plein de passages. Si parmi les auditeurs, il y a des gens qui ont des liens à partager, justement pour avoir des informations quant au système scolaire, aux passerelles, etc., s'il vous plaît, mettez-les dans les commentaires, dans les liens, je peux aussi les intégrer plus tard dans la bio, ça pourra aider. Et surtout, ne pas mettre trop de pression sur les enfants, c'est bien de les soutenir, et c'est important de montrer que être bon à l'école, ça que du positif, ça amène à de bons résultats, mais ils ne seront pas perdus. C'est pas comme en France où voilà, on ne sera jamais un rejet de la société parce qu'on n'a pas réussi tel et tel, jamais. Donc voilà. Et expliquer aux enfants pourquoi et surtout continuer ce lien avec leur pays et cultiver, de dire ah mais on va lire des livres en français le soir, mais on peut aussi, si tu veux, regarder une émission suisse dont tes amis ont parlé en cours, par exemple. Mais il faut jongler, et il n'y a pas de règle pour combien de pourcentage on est français ou suisse. Ce sera voilà, eux. C'est ça que je voulais te demander, de donner des conseils maintenant à des jeunes, à des ados qui se sentent aussi peut-être un peu entre deux chaises. Alors, peut-être que, donc toi, jeune qui m'écoute, non, ne t'inquiète pas, tes parents, bon, pas forcément, ils peuvent pas décider ce qui te définit, si une nationalité te définit plus que l'autre ou une culture, c'est ta décision. Et ce sera un chemin long. À 23, 25, 30 ans, tu ne seras peut-être pas encore sûr de ce que tu es exactement, mais c'est pas grave. Et surtout, fais-en une force. Sois français quand tu veux, sois suisse quand tu veux. Moi, par exemple, je suis très suisse dans la manière de travailler. J'aime bien pouvoir être avec des gens qui donnent tout et qui ont un certain... Bien sûr que ça demande beaucoup d'efforts de s'adapter à leur rythme de travail et que c'est stressant, mais il y a quelque chose... J'aime leurs règles, en fait. Le fait de s'adapter, le fait de dire « Ah, mais si ça marche, en fait. Ça marche. Quand tout le monde fait, ça fonctionne. » Et puis, un mot que j'ai emprunté à Jacques Lévy de l'autre podcast, il a dit une droiture. Et c'est vrai. Il faut bien se tenir. On peut goûter les rebords et les bords mais voilà. Donc, je te rejoins tout à fait. Donc les jeunes, prenez votre temps, et si on essaie de vous mettre dans une boîte ou si vous êtes humilié par les autres... S'ils se cherchent aussi. Oui, ça prend du temps. Et ça sera pas demain. Voyager en France, voyager en Suisse. Et la nationalité ne définit pas votre identité. Ce n'est pas la même chose. C'est pas parce que vous avez 3, 4, 5 passeports que... vraiment... Je sais pas si c'est possible. Non, mais j'ai des amis qui sont naturalisés depuis très très longtemps, mais il n'y a pas plus d'Italiens qu'eux. Et c'est pas grave. Et vraiment, ça deviendra votre force. Richesse, quoi. Oui, vraiment. Et c'est que de l'apprentissage. Et apprenez le plus de langues possible pour pouvoir voyager, pour avoir accès. Je veux dire, quel bonheur pour moi quand je suis au travail et que je rencontre des gens qui viennent de tous univers différents et qui parlent une autre langue, qui parlent espagnol, qui parlent anglais. Puis il y a tout de suite que du positif. Je pense que les auditeurs auront eu le même bonheur à t'écouter. Je te remercie, Hortense. Merci, Jenny, d'avoir invité. Elle est hyper généreuse, elle est douce, vous l'entendez, c'est vraiment une pépite pour moi, une super trouvaille. Je te remercie encore de m'avoir contactée. Merci, Jenny, de m'avoir invitée. Ouais, c'est vraiment, c'est ravissant. T'es une jeune fille, une jeune femme, t'as des projections, t'as des analyses tellement fines. Bon, aussi par tes études, je suis sûre que tu iras très loin. Notez son nom, Hortense, note. Donc, je pense que d'autres jeunes auront aussi parfois un autre ressenti, une autre réalité. Mais je crois vraiment que ce témoignage aidera à définir les questions de distance et proximité entre les systèmes, les cultures, les ressentis d'un enfant. Donc, tu es toujours la bienvenue sur le podcast pour creuser un peu les questions de langue et d'identité, si tu le souhaites. Nous parler de philosophie, nous parler d'art. Moi, je cherche pas forcément à m'approprier tous les discours et avec plaisir, si tu veux présenter des sujets, mais vraiment. Merci à tous d'avoir suivi Franzine, votre podcast, qui donne voix et matérialise cette communauté francophone de Suisse alémanique dans sa diversité. Merci pour les likes, les étoiles ou les commentaires. C'est extrêmement apprécié par l'invité, comme par moi-même d'ailleurs. À bientôt.